Chapitre 1, le retour. Cole Morrison ajustait sa prothèse de jambe tandis que le taxi s'engageait dans l'allée de ce qui était autrefois son sanctuaire. 22 ans de service militaire, 3 missions en Afghanistan et une bombe artisanale qui lui avait arraché la jambe droite sous le genou. Tout cela avait mené à ce moment. La veille de Noël 2024. La maison avait la même apparence, mais quelque chose avait changé. Les guirlandes de Noël clignotaient joyeusement, narguant l'obscurité qui s'était installée dans sa poitrine depuis sa blessure. Cole avait été déployé pendant 18 mois cette dernière fois. Avant cela, c'était des rotations constantes, des missions constantes. Il avait envoyé chaque chèque de paie à Diana, son épouse depuis 25 ans, lui faisant confiance pour gérer leurs finances et élever leur fils, Tyler. Il raterait les anniversaires, les fêtes de fin d'année, les remises de diplômes, tout cela par devoir, par honneur et par famille. La famille qu'il allait revoir pour la première fois depuis l'amputation de sa jambe. Diana ouvrit la porte et Cole chercha sur son visage la chaleur de la femme qui lui écrivait des lettres d'amour lors de son premier déploiement. Au lieu de cela, il trouva une politesse froide. « Tu es en avance », dit-elle sans le prendre dans ses bras. Les amis de Tyler sont toujours là. Tyler, 24 ans, apparut derrière elle, plus grand maintenant, portant une montre de luxe que Cole ne reconnaissait pas. Le regard de son fils reflétait quelque chose que Cole n'avait jamais vu auparavant. Le mépris. Papa. L'accueil de Tyler était plat, obligé. Le salon grouillait d'amis de Tyler, des jeunes hommes et des jeunes femmes que Cole ne reconnaissait pas. Ils jetèrent un coup d'œil à son uniforme militaire, à sa prothèse, et détournèrent rapidement le regard. Diana avait préparé la maison pour une fête, pas pour un retour à la maison. Le dîner était servi à 20 heures. Cole était assis au bout de la table qu'il avait construite de ses propres mains 15 ans plus tôt, regardant sa famille s'agiter autour de lui comme s'il était un étranger. Diana parlait à peine, et la conversation de Tyler se concentrait sur son nouvel emploi dans une start-up technologique, sa petite amie Madison et son projet de déménager en Californie. « Alors Tyler, » dit Cole en coupant sa côte de bœuf, « parle-moi de ce boulot. Que fais-tu exactement ?» Tyler échangea un regard avec Diana. « Je suis dans le marketing, les campagnes sur les réseaux sociaux, les partenariats avec les influenceurs. » Tu ne comprendrais pas, le ton dédaigneux frappa Cole comme une gifle. Il avait commandé des hommes dans des situations de vie ou de mort, il avait un master en ingénierie, mais son propre fils le pensait trop stupide pour comprendre le marketing. « Et c'est moi, » dit Cole d'un ton neutre. « Papa, c'est compliqué. Tu es parti si longtemps. Les choses ont changé. La technologie, la culture, tout. Tu es un peu en retard. » Diana prit enfin la parole. Tyler se débrouille très bien. Il gagne déjà 6 chiffres. Cole sentit un frisson lui monter à l'estomac. 6 chiffres pour une start-up. Certaines personnes s'adaptent, dit Tyler. D'autres sont laissées pour compte. La conversation s'arrêta net. Cole s'excusa et se rendit dans son ancien bureau, transformé en atelier de bricolage pour Diana. Son logement militaire, ses photos de service, ses certificats, tout avait disparu, remplacé par du matériel de scrapbooking et des romans d'amour. Il revint et trouva le dessert servi. Tyler montrait quelque chose à Madison sur son téléphone, tous deux riant. Diana débarrassait les assiettes avec une efficacité mécanique. « Mon fils, » dit Cole, « je pensais que demain on pourrait aller au stand de tir. Je pourrais t'apprendre quelques bonnes techniques de tir. » Tyler leva les yeux, le visage déformé par une expression hideuse. « Je ne pense pas, papa. » Pourquoi pas? On le faisait. On faisait beaucoup de choses avant que tu décides que l'armée était plus importante que la famille. Cole reposa prudemment sa tasse de café. Tout ce que je faisais, c'était pour cette famille. La voix de Tyler s'éleva. Le silence retomba dans la pièce. Tu veux savoir ce que tu as fait? Tu nous as quittés. Pendant des années et des années, tu es parti. Maman a dû m'élever seule pendant que tu jouais aux soldats. Tyler. La voix de Diana contenait un avertissement, mais pas celui que Cole attendait. Ce n'était pas, ne blesse pas ton père. Ce n'était pas ici, pas maintenant. Mais Tyler s'en fichait complètement. L'alcool, le public, les années de ressentiment, tout cela s'est déversé. Tu m'as envoyé de l'argent, c'est sûr, comme si ça compensait tous les moments importants de ma vie manqués. Chaque anniversaire, chaque match, chaque remise de diplôme, et maintenant tu reviens brisé,
attendant qu'on fasse comme si tu étais à nouveau l'homme de la maison. Cole se leva lentement, sa prothèse claquant contre le parquet. J'ai servi mon pays. Je t'ai servi. Chaque sacrifice que j'ai fait était ton choix. Tyler frappa la table du poing. Personne ne t'a forcé à te réengager. Personne ne t'a forcé à rater mon enfance. Tu as choisi l'armée plutôt que nous à chaque fois. C'est faux. Tyler se tenait aussi face à son père, de l'autre côté de la table. N'est-ce pas? Quand j'avais 10 ans et que je me suis cassé le bras, où étais-tu quand j'ai eu une pneumonie à 12 ans? Où étais-tu quand j'ai eu mon bac? Où étais-tu? Chaque question était un coup de poignard. Cole avait été en Irak, puis en Afghanistan, puis en exercice d'entraînement en Caroline du Nord. Toujours ailleurs. Quand maman pleurait jusqu'à s'endormir toutes les nuits pendant des années. Où étais-tu? Les mots flottaient dans l'air comme un nuage toxique. Cole regarda Diana, mais elle refusa de le regarder dans les yeux. Je protégeais cette famille, ce pays. Tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait, était égoïste. La voix de Tyler se fit d'un ton mortel. Tu dois jouer les héros pendant qu'on gère la vraie vie. Eh bien, devine quoi? On n'a plus besoin de ta protection. On n'a plus besoin de ton argent. Et on n'a certainement pas besoin de toi. Le silence s'étira comme un fil tendu. Cole regarda autour de la table les visages qui le fixaient. Les amis de son fils le regardaient comme s'il s'agissait d'un divertissement. Diana resta figée, les mains crispées sur ses genoux. Madison semblait mal à l'aise mais fascinée. Tyler Cole dit doucement. Je sais que je n'étais pas parfait, mais je suis là maintenant. Je veux arranger les choses. Tyler rit. Un rire amer qui transperça le cœur de Cole. Arranger les choses? Tu crois que se montrer brisé et attendre de la gratitude arrange les choses? Tu veux savoir ce qui arrangerait les choses? Il se pencha en avant, les yeux brillants d'années de rage accumulées. Tu es un fardeau. Sors de chez nous. Les mots frappèrent Cole comme des coups. Il regarda sa femme, la femme. Ancien ami. Alors que Cole était assis sur son porche ce soir-là, il a réfléchi à l'exhaustivité de sa victoire. Diana, Rick et Tyler avaient tous payé le prix de leur trahison. Ils avaient perdu leur liberté, leur argent, leur réputation et leur avenir. Plus important encore, ils avaient perdu toute revendication pour son pardon, son préoccupation ou son existence. Une voiture s'est arrêtée dans son allée. Frank Whitmore a effectué une de ses visites trimestrielles. Frank est sorti lentement, son âge se montrant dans ses mouvements. Soirée, fils. Soirée, Frank. Café. Ils se sont assis sur le porche alors que l'obscurité tombait sur les montagnes. Frank a étudié le visage de Cole sous la lampe de lampe. Vous avez l'air content. Je suis. Des regrets? Cole a sérieusement examiné la question. Je regrette de faire confiance aux personnes qui se sont révélées indignes de confiance. Je regrette de croire que les liens familiaux étaient plus forts que la cupidité et l'égoïsme. Je regrette d'avoir sacrifié pour les gens qui considéraient mon sacrifice comme une faiblesse. Et la petite fille de Tyler? Tout regret de ne jamais se rencontrer elle? L'expression de Cole n'a pas changé. Emma n'est pas ma petite fille. Elle est la fille d'un criminel condamné qui a trahi son père pour de l'argent. Tyler a choisi son avenir quand il a choisi de devenir criminel. Frank hocha lentement la tête. Tu es devenu un homme dur, Cole. Je deviens un homme sage. Il est difficile de se passer lorsque vous laissez les gens vous blesser à plusieurs reprises. Il est sage ce qui se passe lorsque vous apprenez de l'expérience et que vous vous assurez que cela ne se reproduise plus. Ils étaient assis dans un silence confortable à mesure que les étoiles émergeaient. Enfin, Frank a repris la parole. Avez-vous déjà pensé à ce que vous auriez pu être si rien de tout cela ne s'était produit? Cole sourit légèrement. Je pense à ce que je suis parce que cela s'est produit. Je suis un homme qui comprend la véritable valeur de la loyauté. Je suis un vétéran qui aide d'autres anciens combattants sans s'attendre à une gratitude ou à une reconnaissance. Je suis une personne qui vit selon ses principes sans compromis. Vous êtes aussi un homme seul. Je suis un homme de paix. Frank a fini son café et s'est levé pour partir. Je m'inquiète pour toi parfois, Cole. L'isolement peut être son propre type de prison. Cole a marché son vieil ami aux voitures. Frank, pendant 25 ans,
je vis entouré de gens qui prétendent m'aimer tout en prévoyant de me trahir. Depuis 5 ans, je vis seul avec des gens qui me respectent. Je sais lequel ressemble à la liberté. » Alors que Frank partait, Cole retourna dans son Porsche. Au loin, il pouvait entendre les sons du désert. Tout appel. Le vent à travers les arbres, la symphonie paisible d'un monde où la trahison faisait simplement partie de l'ordre naturel plutôt qu'une violation personnelle. Cole Morrison avait terminé sa dernière mission. Il avait éliminé les ennemis qui ont déclaré la guerre à sa vie. Et il avait construit une nouvelle existence exempte de leur poison. Il avait choisi la justice pour la miséricorde, la sagesse pour le sentiment et la paix sur le faux confort des liens familiaux. Le garçon qui était parti pour une formation de base il y a des décennies, croyant en la loyauté et au sacrifice, était revenu en tant qu'homme qui comprenait que certaines trahisons sont si complètes qu'elles nécessitent une séparation complète. Cole Morrison était seul, mais il était victorieux. Et pour un soldat qui n'avait jamais perdu de mission, la victoire était suffisante. Dans Distance, un coyote hurlait, un son sauvage et solitaire qui transportait à travers les montagnes comme un cri de bataille. Cole sourit et leva sa tasse de café en salut. À tous les ennemis vaincus, toutes les missions terminées et tous les traîtres laissés dans les ruines de leur propre fabrication. La guerre était terminée. Cole avait gagné. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Qu'il aimait depuis plus de 20 ans, attendant qu'elle le défende, qu'elle dise à Tyler qu'il était allé trop loin. Diana regarda ses mains et ne dit rien. « C'est ma maison, » dit Cole doucement. « Je l'ai construite. Je l'ai payée. » « Avec quoi ? » ?»« Avec des salaires de l'armée. » Tyler ricana. « Maman s'est occupée des finances pendant ton absence. Les choses changent. Les gens passent à autre chose. » L'entraînement de Cole fit son effet. L'évaluation froide d'une situation tactique. Quelque chose clochait. L'assurance de Tyler. Le silence de Diana. La montre de luxe. L'évocation des involtes des salaires à 6 chiffres d'une start-up. Sors d'ici. Tyler répéta, va trouver une salle des VFW pour pleurer. On en a assez de faire semblant d'être ta famille. Cole regarda Diana une dernière fois. Elle refusait toujours de le regarder dans les yeux. Sans un mot de plus, Cole alla au placard, prit son vieux sac de sport et rangea ses quelques affaires. 25 ans de mariage, une vie de service, et tout cela tenait dans un seul sac. En arrivant à la porte, Diana parla enfin. Cole, il se retourna, espérant quelque chose. N'importe quoi qui ressemble à la femme qu'il avait épousée. Tes chèques d'invalidité, dit-elle doucement. Je te les ferai suivre où que tu ailles. Cole hocha la tête et sortit dans la nuit de décembre. Chapitre 2. La ferme des voisins. Le bus Greyhound s'arrêta à l'intersection de County Road 47 et Dole Mill Road à 3 heures du matin. Cole était le seul passager à descendre au milieu de nulle part. Son sac de sport en bandoulière et sa prothèse douloureuse après 6 heures de trajet. Le chauffeur le regarda avec pitié tandis qu'il descendait les marches en boitant. « Tu es sûr de ça, soldat ? Il n'y a que des terres agricoles et des coyotes ici. » Cole hocha la tête et regarda le bus disparaître dans l'obscurité, le laissant seul sous une voûte étoilée dont il avait presque oublié l'existence. L'air de décembre transperçait sa veste, mais le froid semblait pur après l'atmosphère suffocante de son ancienne demeure. La ferme de Frank Whitmore se trouvait à 5 km sur Old Mill Road. Cole avait rencontré Frank lors de sa première permission après l'entraînement de base, 26 ans plus tôt. Frank, un vétéran du Vietnam, avait jeté un coup d'œil au jeune soldat et lui avait proposé un emploi pendant ses permissions. Cole avait passé d'innombrables heures dans cette ferme à apprendre le mensonge auprès d'un homme qui comprenait le poids du service. La promenade lui avait donné le temps de réfléchir. Les mots de Tyler résonnaient dans sa tête. Mais sous la douleur se cachait autre chose. Des questions. Comment Tyler gagnait-il 6 chiffres à 23 ans? Quand Diana était-elle devenue si froide? Pourquoi le ressentiment de son fils lui semblait-il si préparé? Comme un discours qu'il avait répété. La ferme de Frank se trouvait au bout d'une allée de gravier. Une chaude lueur jaune émanait de la fenêtre de la cuisine. Cole avait appelé de la gare routière et Frank avait simplement dit « Rentre à la maison, mon fils ». Avant que Cole puisse frapper, la porte s'ouvrit. Frank Whitmore se tenait là, 68 ans, toujours large d'épaules, son visage buriné se creusant d'un sourire triste. « Bon sang, Cole, regarde-toi. » L'étreinte de Frank était tout ce que Diana aurait dû être.
Chaleureuse, accueillante, sincère. Cole se surprit à retenir les larmes qu'il retenait depuis l'explosion. Allez, le café est chaud. La cuisine sentait le bacon et allait fumer. Frank se servit 2 tasses de café et désigna la table en bois usé où ils avaient eu des centaines de conversations au fil des ans. Tu veux en parler? Cole lui raconta tout. Le déploiement, la blessure, le retour, l'explosion de Tyler, le silence de Diana. Frank écouta sans interruption, son visage s'assombrissant à chaque détail. Lorsque Cole eut terminé, Frank resta silencieux un long moment, les yeux rivés sur son café. Cole, dit-il finalement. Il y a quelque chose que j'attendais de te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois, mais j'espérais toujours me tromper. Cole sentit la glace se former dans ses veines. Quoi? Frank se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant ses champs. Tu te souviens de Rick Lawson? Le nom frappa Cole comme un coup de poing. Rick Lawson, son meilleur ami de sa première unité, son témoin à son mariage, le parrain de Tyler. Ils avaient servi ensemble pendant 6 ans avant que Rick ne quitte l'armée pour poursuivre des carrières civiles. Rick a changé d'avis, dit Frank doucement. Ça a commencé il y a environ 8 mois. Au début, j'ai pensé qu'il prenait peut-être juste des nouvelles de Diana pendant ton déploiement, parce qu'il était un bon ami. Cole eut la bouche sèche au début. Puis j'ai commencé à remarquer des schémas récurrents. Son camion chez toi pendant que Tyler était au travail, y passant la nuit. Diana allant au club de lecture 3 soirs par semaine, mais sa voiture atterrissant dans son immeuble. La pièce pencha. Cole agrippa le bord de la table. Je suis désolé, fiston. Je les ai vus ensemble à l'épicerie le mois dernier. À la façon dont ils se regardaient, ce n'était pas de l'amitié. Cole repensa à ses souvenirs, recontextualisant tout. Les appels fréquents de Rick pendant son déploiement. La distance émotionnelle croissante de Diana au cours de l'année écoulée. L'hostilité soudaine de Tyler. Il y a plus, dit Frank d'une voix lourde. Il y a environ 3 semaines, j'étais au bar Murphy. Rick était là, ivre, en train de se vanter auprès d'une femme de son nouveau mode de vie. Il disait avoir trouvé le moyen de vivre comme un roi sans travailler. Que voulait-il dire? Frank se tourna vers Cole, les yeux emplis de regret. Il dit qu'il avait une sugar mama, une épouse de militaire dont le mari était trop stupide pour remarquer ce qui arrivait à ses propres comptes en banque. Ces mots frappèrent Cole comme une bombe. Tout s'éclaira. Le contrôle de Diana sur les finances. Le train de vie dispendieux de Tyler, ce boulot à 6 chiffres qui n'avait aucun sens. Il me vole, dit Cole doucement. C'est bien ce que ça donne. Rick mentionna quelque chose comme quoi Tyler était enfin prêt à choisir son camp et que le gamin était récompensé pour sa loyauté. Cole sentit quelque chose se briser en lui. Pas son cœur, mais quelque chose de plus profond. Le dernier vestige de l'homme confiant qu'il était autrefois. À sa place surgit une aura froide et calculatrice, forgée par des années de combat et aiguisée par la trahison. Frank, dit-il d'une voix d'un calme mortel. J'ai besoin de tout savoir. Chaque détail que tu as vu, chaque conversation que tu as surprise, chaque personne complice de tout ça. Frank étudia son visage et vit quelque chose qui le fit se rasseoir. Tu ne penses pas à faire une bêtise, si? Cole sourit et Frank sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas le sourire du jeune soldat sérieux qu'il avait encadré. C'était le sourire d'un prédateur. Stupide? Non, je pense à faire quelque chose de très, très intelligent. Chapitre 3. L'architecture de la vengeance. Cole passa les 3 jours suivants à la ferme de Frank, mais il ne récupérait pas. Il planifiait. L'ancien bureau de Frank devint une salle de guerre avec un tableau blanc couvert de noms, de dates et de relations. La formation militaire de Cole en matière de renseignement, de collecte et de planification opérationnelle trouva enfin une application personnelle. Frank avait été plus observateur que Cole ne l'avait initialement imaginé. Le vieux fermier avait gardé des notes mentales détaillées des visites de Rick, des changements d'emploi du temps de Diana et même des soudains changements de style de vie de Tyler. Plus important encore, Frank avait des photos. Il avait commencé à en prendre il y a environ 2 mois, expliqua Frank en montrant des photos à Cole sur son téléphone. Il s'est dit qu'on voudrait des preuves si on en arrivait là. Les photos étaient bouleversantes. Le camion de Rick dans l'allée de Cole à des heures indues. Diana et Rick se tenant la main dans un restaurant de la ville voisine. Tyler et Rick se serrant la main devant une concession BMW.
Rick apparemment co-signataire de la nouvelle voiture de Tyler. Mais la photo la plus accablante datait de la semaine dernière. Diana, Rick et Tyler, apparemment en train de faire leurs courses de Noël. Tous les trois riaient comme une famille. Ils m'ont remplacé, dit Cole doucement en étudiant l'image. Pendant que je me battais pour mon pays, ils m'ont remplacé. Frank se servit un whisky. Qu'est-ce que tu vas faire? Cole se posait la même question. Son premier réflexe fut la violence. 22 ans d'entraînement militaire lui avaient donné de nombreuses façons d'éliminer les menaces. Mais Rick, Diana et Tyler n'étaient pas des combattants ennemis. Ils étaient pires encore. C'étaient des traîtres qui devaient comprendre les conséquences d'une trahison. Je vais les détruire, dit Cole simplement. Mais pas rapidement. Ils ont passé des années à planifier cette trahison, à l'exécuter pièce par pièce. Ils méritent la même considération. Cole ouvrit son ordinateur portable, un vieil appareil militaire que Frank l'avait aidé à récupérer, et commença sa reconnaissance. Les réseaux sociaux de Tyler dressaient le portrait d'une fortune soudaine, de restaurants de luxe, de vêtements de marque, de week-end à Las Vegas, le tout financé par l'argent qui aurait dû servir à bâtir l'avenir de la famille de Cole. L'empreinte numérique de Rick était plus intéressante. Son profil LinkedIn révélait une série d'échecs commerciaux au cours des 5 dernières années. Son profil Facebook révélait des dettes croissantes, 2 divorces et des messages de plus en plus désespérés sur le besoin de nouvelles opportunités, jusqu'à ce que, il y a 8 mois, Rick publie soudain un article sur sa nouvelle entreprise de conseil et trouve enfin une chance. Diana était plus difficile à retrouver en ligne, mais les relevés bancaires révéleraient la vérité. Cole avait des comptes joints et, en tant qu'ancien combattant handicapé, il bénéficiait de certaines protections juridiques concernant ses prestations et indemnités. Si Diana avait transféré de l'argent à son insu, il y aurait eu des conséquences. Mais Cole voulait plus que des conséquences juridiques. Il voulait qu'il ressente la même trahison, la même perte, la même humiliation qu'il lui avait infligée. Le 4e matin, Cole appela pour la première fois Marcus Hamilton, son ancien commandant qui travaillait désormais comme détective privé en Virginie. Cole Morrison. La voix de Marcus, fils de Marcus, résonna au téléphone. J'ai entendu parler de l'engin explosif improvisé. Comment vas-tu? Je vais mieux. Marcus, j'ai besoin d'un service. Un grand. Cole lui expliqua la situation en détail. Marcus écouta sans commenter jusqu'au bout. Mon Dieu. Cole, ta propre famille. Ancienne famille. Cole corrigea. J'ai besoin que tu effectues une vérification complète des antécédents de Rick Lawson et de ma femme Diana. Dossiers financiers, journaux de communication, tout ce à quoi tu peux légalement accéder. J'ai aussi besoin d'une surveillance sur eux 3 pendant les 2 prochaines semaines. Cole, ça ressemble à quoi? Comme un homme protégeant ses biens du vol. Comme un vétéran veillant à ce que ses prestations d'invalidité ne soient pas utilisées à mauvais escient. Tout ce que je demande est légal, Marcus. Il y eut un silence. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Cole sourit d'un air sombre. Je ne te parle pas de la phase 2. Mais ne t'inquiète pas, tu auras un démenti plausible. Marcus soupira. J'aurai les rapports préliminaires demain soir. L'analyse financière approfondie prendra une semaine. Cole, sois prudent. Quels que soient tes projets, n'oublie pas que tu as un avenir à penser. Non, Marcus. J'avais un avenir. Ils me l'ont volé. Maintenant, je n'ai plus qu'une mission. Après avoir raccroché, Cole se tourna vers Frank, qui écoutait depuis la porte de la cuisine. Je dois établir une base d'opération, dit Cole. Un endroit où je peux travailler sans être vu. Tu possèdes toujours ce chalet de chasse sur Barry Mountain? Frank hocha lentement la tête. Je n'y suis pas allé depuis 2 ans, mais il y a l'électricité et l'eau. À environ 24 km de ton ancienne maison. Bonne vue sur la vallée. Parfait. Je dois aussi faire quelques achats, du matériel, des véhicules, du matériel de communication, mais tout doit être intraçable. Cole, tu me fais un peu peur. Cole se leva, sa prothèse claquant contre le sol. Pour la première fois depuis le dîner de Noël, il se sentit redevenu lui-même. Non pas le vétéran blessé rentrant en boitant auprès d'une famille ingrate, mais le colonel Cole Morrison, un homme qui n'avait jamais perdu une mission. Frank, pendant 22 ans, j'ai protégé des gens incapables de se protéger. J'ai éliminé des menaces contre des vies innocentes.
J'ai servi avec honneur et intégrité. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant la paisible campagne qui allait bientôt devenir son lieu de rassemblement. Mais ces gens chez moi, ils ne sont pas innocents. Ce sont des combattants ennemis qui ont déclaré la guerre à ma vie, à mon service et à mon sacrifice. Et je vais les traiter exactement comme ils sont. Frank ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps de décembre. Le jeune homme qui l'avait encadré était revenu, mais il rapportait quelque chose de la guerre, quelque chose de sombre, de précis et de totalement impitoyable. « Que veux-tu que je fasse ?» Cole se retourna vers lui, et Frank vit le calcul froid d'un soldat professionnel préparant une opération. « J'ai besoin que tu sois mes yeux et mes oreilles en ville. Continue à les surveiller. Continue à prendre des photos. » Et Frank, le sourire de Cole était tranchant comme une lame. « J'ai besoin que tu oublies tout ce que je viens de te dire. Pour autant que l'on sache, je suis un vétéran brisé qui se cache dans les bois, trop honteux pour affronter sa famille. » Qu'il croit ça, pensa Cole en commençant à élaborer des plans pour sa nouvelle vie. Qu'il croit que je suis faible et vaincu. Ils allaient apprendre la différence entre un homme vaincu et un repli tactique. Chapitre 4. Collecte de renseignements. Le chalet de chasse de Barré Mountain avait été transformé en quelque chose qui aurait impressionné l'ancienne unité de renseignement de Cole. Des cartes de la région couvraient un mur, avec des punaises indiquant l'itinéraire de travail de Diana, l'appartement de Rick, le nouveau travail de Tyler et les différents endroits où Frank les avait photographiés ensemble. Un deuxième mur affichait des documents financiers, des journaux de communication et des photos de surveillance. Marcus Hamilton avait tenu ses promesses. Diana avait systématiquement vidé les comptes de Cole pendant plus d'1 an, transférant de l'argent à Rick via une série de sociétés écrans. L'emploi de Tyler dans une start-up était fictif. Il était en réalité payé par l'une des sociétés fictives de Rick, recevant en quelque sorte une indemnité pour avoir trahi son père. L'ampleur du vol était stupéfiante. Plus de 200 000 $ de soldes de combat, d'indemnités d'invalidité et de prestations d'anciens combattants avaient été détournés. Ils avaient même contracté des prêts sur la pension militaire de Cole. Il s'agissait d'une fraude financière sophistiquée qui aurait nécessité des mois de planification. Mais Cole avait découvert quelque chose d'encore plus dommageable que le vol, des polices d'assurance. Diana avait souscrit 3 polices d'assurance vie distinctes sur Cole au cours des 18 derniers mois. Tout avec Rick comme bénéficiaire secondaire après elle. Si l'on ajoute à cela les prestations de décès militaires existantes, la disparition de Cole leur rapporterait plus de 2 millions de $. Il ne me volait pas seulement, a dit Cole à Frank au cours du dîner. Il comptait tirer profit de ma mort. Frank a posé sa fourchette. C'est une tentative de meurtre. Pas tout à fait, mais c'est au minimum une conspiration en vue de commettre une fraude. Il s'attendait clairement à ce que mon déploiement soit permanent d'une manière ou d'une autre. Le téléphone de Cole vibra, accompagné d'un SMS de Marcus. Nouvelle photo de surveillance. Vérifie tes emails. Les photos dataient de cet après-midi-là. Diana et Rick dans une bijouterie, regardant des bagues de fiançailles. Tyler avec eux, donnant clairement son accord. Il n'attendait même pas les papiers du divorce. Cole étudia les images avec un détachement clinique. Il pense que je suis neutralisé, brisé, trop abîmé et honteux pour riposter. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Au cours de l'heure suivante, il rédigea 3 documents différents, un rapport détaillé sur les crimes financiers pour la division des crimes en col blanc du FBI, une plainte pour fraude militaire pour la division des enquêtes criminelles de l'armée, et une plainte civile pour vol, fraude et conspiration. Mais Cole n'en envoya aucun. Les recours juridiques prendraient des années et pourraient même ne pas récupérer son argent. Diana et Rick engageraient des avocats, invoqueraient des malentendus, prolongeraient les procédures jusqu'à épuisement des ressources de Cole. Non, Cole voulait quelque chose de plus immédiat et de plus dévastateur. Il ouvrit un nouveau document et commença à planifier ce qu'il appelait en privé l'opération valeur familiale. Le lendemain matin, Cole se rendit en ville pour la première fois depuis Noël. Sa destination était la Riverside Community Bank, où Diana travaillait comme chargée de crédit. Il se gara de l'autre côté de la rue et attendit, observant sa femme vaquer à ses occupations quotidiennes à travers des jumelles. Diana semblait heureuse. Elle souriait à ses collègues, riait aux blagues et semblait totalement libérée de la culpabilité. C'était comme voir une inconnue porter le visage de sa femme. À 12h30, Diana partit déjeuner. Au lieu d'aller à son restaurant habituel, elle se rendit à l'immeuble de Rick.
Cole la suivit de loin, documentant tout. Les retrouvailles entre Diana et Rick furent passionnées et publiques. Ils ne prirent même pas la peine de tirer les rideaux et s'effondrèrent dans un lit. Cole photographia tout cela au téléobjectif, le visage impassible derrière l'objectif. Il ne s'agissait plus de jalousie, mais de preuves. Cet après-midi-là, Cole visita son ancienne agence bancaire. Jennifer Walsh, la directrice de l'agence, connaissait Cole depuis 15 ans. « Colonel Morrison, oh mon Dieu, nous avons appris votre blessure. Comment allez-vous » Cole jouait parfaitement le rôle du vétéran blessé. Humble, reconnaissant, légèrement dépassé par la vie civile. Je m'adapte. Jennifer, j'ai besoin de comprendre l'activité de mon compte pendant mon déploiement. Diana s'occupait de tout, mais je veux être sûr de bien comprendre notre situation financière maintenant que je suis de retour. Le sourire de Jennifer s'estompa légèrement. Bien sûr. Laissez-moi consulter vos comptes. En examinant les documents, Cole vit son visage passer de la confusion à l'inquiétude, puis à une expression proche de l'inquiétude. Colonel Morrison, dit-elle prudemment. Je pense que vous devez parler à notre service de lutte contre la fraude. Cole se pencha en avant. Pourquoi y a-t-il un problème? Il y a eu des virements inhabituels, des sommes importantes transférées sur des comptes que je ne reconnais pas. Des prêts sur votre pension. Des changements de bénéficiaires sur plusieurs polices. Jennifer avait l'air sincèrement affligée. Monsieur, si vous n'avez pas autorisé ces transactions. Je n'ai rien autorisé, dit Cole doucement. J'avais confié la gestion de nos finances à ma femme pendant que je servais notre pays. Jennifer pâlit. Oh mon Dieu, colonel Morrison, je suis vraiment désolé. Nous aurions dû signaler certaines de ces transactions pour vérification. Cole tendit la main par-dessus le bureau et lui tapota doucement la main. Ce n'est pas toi qui m'as trahi, Jennifer. Peux-tu m'aider à tout documenter? Pendant les 2 heures qui suivirent, Jennifer passa en revue avec Cole chaque transaction suspecte. Le schéma était clair. Diana détournait systématiquement des fonds, usant de sa position à la banque pour échapper à tout contrôle. Elle avait même convaincu Jennifer que les virements concernaient des opportunités d'investissement dont Cole lui avait parlé. Elle dit, vous comptiez créer une société de conseil à votre retour, expliqua Jennifer. Elle me montra ce qui ressemblait à votre signature sur des formulaires d'autorisation. Cole examina les fausses signatures. Elle était bonne. Diana s'était entraînée. À la fin, Jennifer posa la question que Cole attendait. Que allez-vous faire? Cole regarda par la fenêtre la ville où il avait prévu de passer sa retraite, l'endroit où sa femme dormait avec son meilleur ami pendant que son fils célébrait l'absence de son père. Je vais leur rappeler qu'ils se sont trompés de soldats. Ce soir-là, de retour au chalet, Cole étala sa collection grandissante de preuves. Fraude financière, adultère, complot, usurpation d'identité. Il en avait assez pour les détruire tous les 3 légalement. Mais Cole avait passé trop d'années dans des opérations tactiques pour se contenter d'une destruction légale. Il voulait une guerre psychologique. Il voulait qu'il comprenne ce que l'on ressent lorsqu'on se fait arracher tout ce à quoi on tient, morceau par morceau. Il prit son téléphone et composa un numéro de mémoire. L'électronique de Danny. Danny à l'appareil. Danny, c'est Cole Morrison. J'ai besoin d'équipements spécialisés. Danny Pierce avait servi sous les ordres de Cole en Afghanistan et dirigeait maintenant une société de conseil en sécurité au service de clients soucieux de leur discrétion. Colonel, j'ai entendu votre voix. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de matériel de surveillance, du matériel de pointe, et je veux qu'il soit installé sans que personne ne le sache. Il y eut un silence. Cole, tu es sûr de vouloir suivre cette voie? Cole sourit d'un air sombre. Danny, j'ai emprunté des chemins inimaginables. C'est juste une mission comme une autre. Quand tu auras besoin d'elle, Cole regarda son calendrier tactique. Diana travaillait tard le jeudi. Tyler avait un rendez-vous fixe avec Madison le vendredi soir. Rick jouait au poker avec ses potes tous les samedis. Jeudi soir, je t'enverrai l'adresse. La phase 2 de l'opération valeur familiale allait commencer. Chapitre 5, guerre psychologique. L'installation de jeudi soir s'est déroulée à merveille. Danny Pierce et son équipe sont entrés dans l'ancienne maison de Cole pendant que Diana était à sa réunion d'inventaire tardive, en fait dîner et coucher avec Rick, et que Tyler était censé étudier à la bibliothèque, en fait boire un verre avec des amis dans un bar du centre-ville.
En 90 minutes, ils ont installé 14 micro-caméras, 8 appareils d'enregistrement audio et un système de surveillance numérique complet. Tout est diffusé sur cette unité mobile, expliqua Danny en tendant à Cole une tablette de qualité militaire. Audio, vidéo, trafic internet, appel téléphonique. Si cela se produit dans cette maison, tu le sauras. Cole testa le système et regarda Diana rentrer seule chez elle à 23h47. Elle se déplaça dans la maison comme si elle en était entièrement propriétaire, ce qui était probablement le cas légalement maintenant. Elle passa même devant l'ancien bureau de Cole, devenu son atelier, sans un regard. « Encore une chose, dit Cole. J'ai besoin que tu organises un rendez-vous avec qui ? Rick Lawson. Dis-lui que tu représentes une entreprise militaire privée à la recherche de consultants ayant son expérience. Beaucoup d'argent, prise de poste immédiate, mais il doit venir seul pour discuter des questions de classification. » Danny haussa un sourcil. « Cole, je ne vais pas lui faire de mal. Je veux juste discuter. » Où ? Cole sourit. Le bâtiment 47 du quartier des entrepôts, samedi à 20h. Le bâtiment 47 était une usine désaffectée que Cole avait repérée plus tôt. Isolée, insonorisée, avec plusieurs issues de secours, parfaite pour le genre de conversation qu'il avait en tête. Vendredi et samedi apportèrent une mine de renseignements grâce au système de surveillance. Cole observait les activités de sa famille avec l'intérêt détaché d'un prédateur étudiant sa proie. Tyler passa la nuit de vendredi avec Madison, mais sans étudier. Ils préparaient leur déménagement en Californie, financé par l'héritage de Tyler. Tyler pensait que l'argent viendrait de l'expulsion de Cole de la famille. Madison était enceinte, un détail que Tyler n'avait encore révélé à personne. Le samedi de Diana fut plus révélateur. Elle passa la matinée au téléphone avec un avocat spécialisé en divorce, discutant du moyen le plus rapide de dissoudre son mariage avec un vétéran mentalement instable qui avait menacé la famille. Elle élaborait un récit qui présenterait Cole comme dangereux et inapte, justifiant son vol comme une protection pour Tyler. La surveillance révéla aussi autre chose. Rick ne se contentait pas de voler de l'argent. Il documentait tout, photographiant les relevés financiers, enregistrant les conversations avec Diana sur le comportement erratique et les tendances violentes de Cole. Rick préparait une police d'assurance contre le retour de Cole, des preuves qui pourraient servir à faire interner ou arrêter Cole s'il devenait problématique. Le samedi soir, Cole avait tout ce qu'il fallait pour la phase 3. Mais d'abord, il devait assister à une réunion. Le bâtiment 47 était plongé dans l'obscurité lorsque Cole arriva avec 30 minutes d'avance. Il avait passé l'après-midi à se préparer, les projecteurs positionnés pour un impact psychologique optimal, le matériel d'enregistrement pour capturer chaque mot et quelques accessoires pour appuyer son propos. Rick arriva à 20h précise au volant de sa nouvelle BMW, celle achetée avec la solde de combat de Cole. Il entra prudemment dans le bâtiment, appelant Monsieur Peterson, l'entrepreneur fictif que Danny avait incarné. Monsieur Peterson, c'est Rick Lawson. Vous avez dit le bâtiment 47. Cole alluma les projecteurs, illuminant le centre de l'entrepôt. Rick se retourna, temporairement aveuglé. Bonjour, Rick. La voix de Cole résonna sur les murs de béton lorsqu'il entra dans la lumière. Le visage de Rick passa par une série d'expressions rapides, confusion, reconnaissance, peur, et enfin une tentative désespérée de normalité. Cole, bon sang, tu m'as fait peur. Que fais-tu ici ? Je croyais rencontrer un entrepreneur pour un contrat de conseil. C'est vrai, dit Cole doucement. Je suis consultant sur un problème très précis. La main de Rick se porta vers sa poche, probablement pour prendre son téléphone. La voix de Cole l'arrêta net. Je ne le ferai pas. Tu devrais avoir les mains libres pour cette conversation. Cole commença à marcher lentement en cercle autour de Rick, restant juste à l'extérieur de la lumière. 26 ans qu'on se connaît, Rick. Témoin à mon mariage. Parrain de mon fils. Je t'ai confié ma vie en Afghanistan. Cole, écoute. Je t'ai confié ma famille pendant mon déploiement. Je t'ai demandé de prendre des nouvelles de Diana et Tyler. De t'assurer qu'ils allaient bien. La voix de Cole resta conversationnelle, presque amicale. Tu as bien pris des nouvelles de Diana, n'est-ce pas ? Le visage de Rick était pâle sous la lumière crue. Cole, je peux t'expliquer. Oh, j'en suis sûr. Tu vas probablement me dire que c'est juste arrivé. Que toi et Diana êtes tombés amoureux.
Que ce sont des choses qui arrivent parfois. Que tu n'as jamais voulu me faire de mal. Cole, arrête-toi juste devant Rick. Mais ce serait un mensonge, n'est-ce pas? Il sortit une tablette et montra à Rick les relevés financiers. Ça a demandé de la planification. Des mois. Tu n'as pas juste volé ma femme, Rick. Tu as volé ma vie. Rick essaya de se redresser pour paraître confiant. Diana se sentait seule. Cole, tu n'étais jamais là. Elle avait besoin de quelqu'un dont le poing heurtait le plexus solaire de Rick, le faisant tomber à genoux. C'était un coup précis, calculé pour l'immobiliser sans causer de dommages permanents. Mauvaise réponse, dit Cole calmement. Laisse-moi te dire ce qui s'est réellement passé. Tu as des difficultés financières depuis des années. 2 divorces, des entreprises en faillite, des dettes qui s'accumulaient. Tu as vu une opportunité lors de mon déploiement. Une femme ayant accès à une solde militaire et un fils qui supportait mal l'absence de son père. Rick haletait, incapable de répondre. Tu as systématiquement séduit ma femme, lui donnant l'impression d'être spéciale, appréciée, aimée. Puis tu l'as convaincu que je ne méritais pas sa loyauté. Tu as monté mon fils contre moi en jouant l'oncle rigolo tout en me faisant passer pour le père absent. Et finalement, tu as volé mon argent en faisant de Diana ta complice. Cole s'accroupit au niveau de Rick. Mais voilà ce que tu n'avais pas prévu. Je suis rentré à la maison et je ne suis plus le même homme qu'au départ. Rick a retrouvé sa voix. Tu ne peux rien prouver. Cole sourit et lui montra une autre tablette. Celle-ci affichait des images en temps réel du système de surveillance de sa maison. Je peux? En ce moment, je regarde Diana préparer ses affaires pour ce qu'elle pense être un week-end romantique avec toi. J'ai enregistré chaque appel, chaque transaction financière, chaque instant de votre pathétique petite liaison. Le visage de Rick devint blanc. C'est illégal, pas vrai? C'est ma maison, mes comptes, ma femme. Le plus drôle avec les lois sur la surveillance, c'est qu'elles ne protègent pas très bien les criminels. Cole se leva et recommença à faire les 100 pas, voilà ce qui va se passer, Rick. Tu vas mettre fin à cette relation avec ma femme. Tu vas disparaître pour sauver la vie de mon fils, et tu vas me restituer chaque centime volé. Et si je ne le fais pas, Cole désignera les murs autour. Ensuite, j'utiliserai mes compétences très particulières pour te faire vivre un enfer. Je dénoncerai ta fraude à tous les employeurs potentiels de la région. J'enverrai vos aveux enregistrés au fisc, au FBI et à la police locale. Je m'assurerai que tout le monde sache que vous êtes un prédateur qui cible les épouses de militaires pendant que leurs maris sont déployés. Rick essaya de se tenir debout, les jambes tremblantes. Diana ne vous croira pas, Tyler vous déteste. Ils m'ont choisi. Le sourire de Cole devint prédateur. Vraiment? Voyons voir. Il sortit son téléphone et appela Diana. Elle répondit à la deuxième sonnerie, la voix chaude d'anticipation. Salut chérie, tu es presque prête pour notre week-end? Cole mit le téléphone sur haut-parleur. Diana, c'est moi. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Cole, pourquoi as-tu le téléphone de Rick? Parce que Rick et moi parlons de mon mariage, de mon argent et de mon avenir. Veux-tu te joindre à nous? Cole entendait la respiration paniquée de Diana dans le téléphone. Diana, appela Rick, retrouvant sa voix. Ne viens pas ici. Raccroche. Mais Cole parlait déjà. Diana, demande à Rick des informations sur les polices d'assurance vie. Demande-lui des signatures falsifiées. Je lui ai demandé ce qu'il avait prévu après mon accident. Le téléphone a raccroché. Cole a souri à Rick. Je pense qu'elle sera bientôt là. Elle doit comprendre avec quel genre d'homme elle couche. Le sang-froid de Rick a finalement cédé. Tu es fou. Tu ne peux pas, juste quoi? Défendre ma famille. Protéger mes biens. Empêcher des criminels de voler un vétéran handicapé. La voix de Cole s'est durcie. Tu as choisi de faire de moi ton ennemi, Rick. Maintenant, tu vas découvrir ce que ça signifie. Au loin, on entendait une voiture approcher à toute vitesse. Chapitre 6, le jugement commence. La BMW de Diana est arrivée dans un crissement de pneus sur le parking de l'entrepôt 23 minutes plus tard. Cole avait passé son temps à expliquer méthodiquement à Rick la quantité exacte de preuves qu'il possédait et les accusations criminelles contre son ancien ami. Rick était assis sur le sol en béton,
son arrogance remplacée par une terreur grandissante en comprenant l'ampleur des préparatifs de Cole. Diana a fait irruption par la porte de l'entrepôt comme une femme possédée, le visage rouge de panique et de rage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Cole? Une sorte d'enlèvement. Cole resta dans l'ombre, derrière les projecteurs. Bonjour, Diana. Merci de nous rejoindre. J'ai pensé qu'il était temps que nous ayons tous une conversation honnête sur notre mariage. Diana aida Rick à se relever, se positionnant entre les deux hommes. Rick, es-tu blessé? T'a-t-il menacé? L'a-t-il menacé? Cole rit. Un son dénué de chaleur. Diana, moi aussi, je t'observe depuis des semaines. Je suis au courant pour l'argent, la fraude, les fausses signatures. Je suis au courant pour les polices d'assurance vie. Je sais tout. Le visage de Diana alternait entre le déni, la défiance et la peur avant de se fixer sur une tentative désespérée de manipulation. Cole, tu es malade. Ce déploiement, ta blessure, t'a changé. Tu as besoin d'aide. Et moi? Voyons voir. Cole s'avança dans la lumière, un épais dossier à la main. Le 15 juillet, tu as transféré 15 000 $ de mon compte de solde de combat à la société de conseil de Rick. Le 3 août, tu as falsifié ma signature sur un prêt garanti par ma pension. Le 12 septembre, tu as souscrit une assurance vie de 500 000 $ avec Rick comme bénéficiaire secondaire. À chaque rendez-vous, le visage de Diana pâlissait. Le 1er octobre, tu as rencontré un avocat spécialisé en divorce pour discuter de ma déclaration d'incapacité mentale. Le 15 octobre, Rick et toi êtes allés acheter une bague. Le 2 novembre, tu as convaincu Tyler de participer à ton stratagème en lui promettant un fonds fiduciaire. Cole a ouvert un dossier et a commencé à étaler des photos sur une table voisine. Dois-je continuer? Parce que j'ai des documents pour chaque vol, chaque mensonge, chaque instant de ta trahison. Rick a retrouvé sa voix. Diana, il faut qu'on parte maintenant. Mais Diana fixait les photos. Des photos d'elle et Rick ensemble, des relevés bancaires, de faux documents, des images de surveillance de leurs moments les plus intimes. Depuis combien de temps? Chuchota TL. Depuis combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps le sais-je? Environ une semaine. Depuis combien de temps prépare-je ma réponse? Depuis le moment où tu as choisi de garder le silence pendant que mon fils me traitait de fardeau et me chassait de chez moi. Le masque de Diana finit par tomber, révélant le calcul froid qui se cachait en dessous. Cette maison ne t'appartient plus, Cole. Je l'ai entretenue, je l'ai améliorée pendant que tu jouais aux soldats. Tu nous as abandonnés. J'ai servi mon pays. Tu te sers toi-même. La voix de Diana s'éleva jusqu'à devenir un cri. Tu as toujours préféré l'armée à nous. Tu as raté l'enfance de Tyler, notre mariage, tout ce qui comptait. Nous méritions mieux. Cole s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure. Tu méritais mieux qu'un homme qui sacrifiait son corps pour la sécurité de sa famille. Mieux que quelqu'un qui envoyait chaque chèque à la maison. Mieux qu'un mari qui te faisait entièrement confiance. Nous méritons quelqu'un qui est vraiment là. Les mots flottaient dans l'air comme un nuage toxique. Cole hocha lentement la tête. Tu as raison. Tu méritais quelqu'un qui était là. Mais au lieu de demander ce dont tu avais besoin, tu as choisi le vol et la trahison. Au lieu d'une conversation honnête, tu as choisi la fraude et le complot. Au lieu du divorce, tu as choisi de me détruire systématiquement. Rick s'avança pour tenter de reprendre le contrôle. Cole, ça ne doit pas forcément mal tourner. On peut trouver une solution. Répartir les biens équitablement. Organiser des pensions alimentaires. Le rire de Cole l'interrompit. Pensions alimentaires. Rick, tu viens d'avouer une fraude financière devant témoins. Diana vient d'avouer un faux et une conspiration. Tu penses être en position de négocier. Le désespoir de Diana se transforma en rage. Tu ne peux rien prouver qui tienne devant le tribunal. C'est notre parole contre la tienne, et tu es un vétéran blessé souffrant de SSPT qui vient d'agresser Rick et de me traîner dans un entrepôt abandonné. Cole sourit et brandit son téléphone. En fait, vous vous confessez tous les deux devant la caméra depuis 30 minutes. Toute cette conversation est enregistrée et retransmise en direct à mon avocat, à ma banque et à la division des crimes financiers du FBI. Leurs visages se sont vidés. Tu vois, contrairement à vous deux, je planifie mes opérations avec soin.
Marcus Hamilton, tu te souviens de Marcus Diana? Il était à notre mariage. C'est un enquêteur fédéral maintenant. Il a observé ce rêve avec une équipe de procureurs. Chaque mot que tu as dit ce soir est une preuve recevable. Rick attrapa le bras de Diana. On part tout de suite. Mais Cole avait bougé pour bloquer la sortie. Non, tu ne le fais pas. On n'a pas fini. Diana sortit son téléphone. J'appelle la police. Je t'en prie. Elle demanda l'inspecteur Rivera. Elle attend ton appel. Diana hésita. Quelque chose dans le ton de Cole l'en empêcha. Tu vois, pendant que tu préparais ton week-end en amoureux, je déposais plainte. Fraude, vol, complot, usurpation d'identité et complot en vue de commettre une fraude à l'assurance. Rivera a examiné les preuves toute la journée. Le sourire de Cole devint prédateur. Mais je ne m'intéresse pas seulement à la justice pénale. Je veux que tu comprennes ce que l'on ressent quand on perd tout ce qui compte pour soi. Tu as sorti un autre téléphone et leur as montré une vidéo en temps réel. Tyler était à son appartement avec Madison. Tous deux faisaient leurs valises pour leur déménagement prévu en Californie. Tyler n'est pas encore au courant pour ce soir. Il pense toujours que tu t'en tires. Il parle à Madison de l'héritage qu'il recevra si tu divorces de son père pathétique. Diana se précipita en avant, essayant d'attraper le téléphone. Tu restes loin de mon fils. Cole l'évitait facilement. Ton fils? Diana? Tyler n'est plus ton fils depuis des mois. Il a été la recrue de Rick, son complice. Tu as fait de mon enfant un criminel. Le poids de ses actes sembla frapper Diana d'un coup. Elle tomba à genoux en sanglotant. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. C'est juste que j'étais si seul, Cole. Tu n'étais jamais là. Eric me faisait revivre. Cole s'agenouilla près de sa femme de 25 ans, d'une voix étonnamment douce. Je sais que tu étais seul. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais Diana, tu aurais pu me parler. Tu aurais pu me demander ce dont tu avais besoin. Au lieu de ça, tu as choisi de détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je suis tellement désolé. L'espace d'un instant, Cole ressentit une lueur d'amour qu'il avait autrefois éprouvée pour cette femme. Puis il se souvint des paroles de Tyler au dîner de Noël, et cette lueur s'éteignit. Je sais que tu le hais, mais les excuses ne réparent pas la trahison. Les excuses ne me rendent pas les années perdues avec mon fils. Les excuses ne me rendent pas l'argent que tu as volé ni ne restaurent la confiance que tu as brisée. Cole se leva et regarda sa femme brisée et son amant pathétique. Tu voulais me voir partir, alors je suis parti. Tu voulais me remplacer, alors tu as essayé. Tu voulais mon argent, alors tu l'as pris. Mais ce que tu ne voulais pas, c'était que je riposte. Il se dirigea vers la sortie, ses pas résonnant dans l'entrepôt vide. Demain matin, vous serez tous les deux arrêtés. Vos avoirs seront gelés dans l'attente des résultats de l'enquête. Tyler apprendra que son fonds fiduciaire a été acheté avec de l'argent volé, ce qui fait de lui un complice de crimes fédéraux. Cole s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. Tu pensais jouer avec un soldat brisé. Tu avais tort. Tu jouais avec quelqu'un qui a passé 22 ans à apprendre à éliminer ses ennemis. Cole, s'il te plaît. Diana cria. On peut arranger ça. On peut aller voir un thérapeute, arranger les choses, redevenir une famille. L'expression de Cole ne changea pas. Diana, tu as cessé d'être ma famille dès l'instant où tu l'as choisi plutôt que moi. Et je ne pardonne pas aux traîtres. Il s'enfonça dans la nuit, les laissant seuls avec les conséquences de leur choix et le bruit croissant des sirènes qui approchaient. Chapitre 7. La chute des dominos. L'arrestation commença à l'aube. Cole observa depuis sa cabine les véhicules du FBI encercler son ancien domicile, où Diana et Rick étaient revenus après leur affrontement à l'entrepôt. Grâce à son système de surveillance, il pouvait voir Diana s'efforcer frénétiquement de détruire des preuves tandis que Rick tentait de contacter son avocat. À 6h47, tous deux étaient en détention fédérale. L'arrestation de Tyler eut lieu à son appartement, où il préparait encore ses bagages pour la Californie. Cole, à travers les caméras de sécurité de la résidence, observa son fils emmené menotté. Sa petite amie enceinte, Madison, hurlait des questions auxquelles personne ne répondait. Les informations locales relatèrent l'histoire à midi. Une épouse et amante de militaire inculpée pour fraude complexe contre un vétéran handicapé.
Le téléphone de Cole sonnait. Sans cesse, des journalistes réclamant son histoire, mais il déclinait toute interview. Il ne s'agissait pas de s'attirer la sympathie du public. Il s'agissait de justice. Marcus Hamilton a appelé pour donner des nouvelles tout au long de la journée. L'avocat de Diana fait pression pour un accord de plaidoyer, a rapporté Marcus. Elle invoque une diminution de ses capacités due à un stress émotionnel lié à votre déploiement. L'avocat de Rick tente de le présenter comme une victime des manipulations de Diana. Et Tyler, c'est une autre histoire. Son avocat soutient qu'il était mineur au début de tout cela, qu'il ne comprenait pas les implications des agissements de sa mère. Cole n'a rien ressenti à l'évocation des ennuis judiciaires de son fils. Tyler avait fait son choix au dîner de Noël. Qu'en est-il de la restitution? Une restitution intégrale est peu probable par le biais d'une procédure pénale, mais les poursuites civiles seront dévastatrices. À eux trois, il risque de perdre tout ce qu'il possède, en plus d'importantes condamnations supplémentaires. Cole a raccroché et est retourné à ses préparatifs. La justice se chargerait des aspects pénaux, mais Cole n'en avait pas fini avec lui personnellement. Ce soir-là, Cole s'est rendu à la prison du comté où Diana était détenue en attendant l'audience de libération sous caution. Il avait appelé à l'avance, demandant une visite en tant que son mari. Les gardes, conscients de son service militaire et connaissant les tenants et aboutissants de son dossier, se montrèrent plus conciliants que d'habitude. Diana paraissait hagarde dans sa combinaison orange, son apparence soignée ayant été détruite par 12 heures de garde à vue. Elle s'assit en face de Cole à la table métallique, séparée par une vitre renforcée, et parvint à parler via le système téléphonique surveillé. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Je n'étais pas sûr que vous le feriez. Je voulais vous voir une dernière fois avant le début de la procédure de divorce. » Le visage de Diana se décomposa. « Cool, s'il te plaît. Je sais que j'ai commis de terribles erreurs, mais on peut surmonter ça. On est ensemble depuis 25 ans. On a été ensemble pendant 24 ans, corrigea Cole. Tu as mis fin à notre mariage quand tu as décidé de me voler et de me remplacer par Rick. Je n'ai jamais voulu te remplacer. J'avais juste besoin de quelqu'un qui soit là. » Cole observa le visage de sa femme, constatant pour la première fois à quel point elle avait changé. La femme qu'il avait épousée était forte, indépendante, capable de gérer ses déploiements avec grâce. Cette femme était faible, manipulatrice, prête à tout détruire plutôt que d'admettre ses besoins. « Diana, si tu m'avais dit que tu te sentais seule, j'aurais pris une retraite anticipée. Si tu m'avais dit que tu avais besoin de plus de soutien, j'aurais trouvé un moyen de te le fournir. Si tu avais demandé de l'aide, j'aurais remué ciel et terre pour te la donner. » Des larmes coulaient sur le visage de Diana. « Je sais. Je le sais maintenant. Mais j'avais l'impression que tu aimais l'armée plus que nous. Je sers l'armée. Je t'aimais. Il y a une différence. » Cole se pencha. Il a haussé le ton. « Mais au lieu de communiquer, tu as choisi la trahison. Au lieu de faire confiance, tu as choisi le vol. Et pire encore, tu as retourné mon fils contre moi. Tyler était en colère à cause de ton absence. Je n'ai pas créé ça. Non, mais tu l'as nourri. Tu l'as nourri. Tu l'as utilisé comme arme contre moi. » Le regard de Cole était froid comme l'acier. Une bonne mère aurait aidé Tyler à comprendre le sacrifice et le service. Tu lui as appris que la trahison est acceptable si on se sent justifié. Diana sanglotait dans ses mains. « Que veux-tu de moi, Cole? Que puis-je faire pour arranger ça ?» Cole se leva, prêt à partir. « Tu peux purger ta peine avec dignité. Tu peux assumer la responsabilité de tes choix et tu peux rester loin de moi pour le reste de ta vie. Cole, je t'en prie. Je t'aime. Fais demi-tour une dernière fois. L'amour ne vole pas. L'amour ne ment pas. L'amour ne conspire pas. Ce que tu ressentais pour moi n'était pas de l'amour, Diana. C'était de la possession. Et quand la possession devient gênante, elle devient une trahison. » Cole a laissé sa femme en pleurs au parloir. Il quitta la chambre et se rendit à son prochain rendez-vous. Le parquet du comté était occupé par les changements d'équipe du soir, mais la procureure Patricia Camp avait accepté de rencontrer Cole en personne. Patricia était elle-même une ancienne combattante et l'affaire avait immédiatement retenu son attention. « Colonel Morrison, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mes plus sincères condoléances pour ce que vous avez enduré. Ce genre de trahison envers un militaire est particulièrement flagrant. Merci.
Je voulais discuter de la stratégie de l'accusation. Patricia a ouvert un dossier épais. Nous réclamons les peines maximales pour les 3 accusés. La fraude financière à elle seule est passible d'une peine fédérale pouvant aller jusqu'à 20 ans. Ajoutez à cela les accusations de complot, d'usurpation d'identité et de tentative de fraude à l'assurance, et nous nous attendons à des conséquences bouleversantes. Et Tyler? Le visage de Patricia s'assombrit. Votre fils a 23 ans. Il savait exactement ce qu'il faisait en participant à ce stratagème. Le fait qu'il s'agisse de son propre père aggrave la situation, au lieu de l'améliorer. Cole hocha la tête d'un air approbateur. Je tiens à préciser une chose. Je ne souhaite aucune clémence pour aucun d'entre eux. Ils ont passé plus d'1 an à planifier et ils ont commis cette trahison. Ils méritent d'assumer pleinement les conséquences de leur choix. Même votre femme et votre fils, l'expression de Cole est restée inchangée, surtout la mienne. Ils avaient la plus grande obligation de me protéger, et ils ont choisi de me détruire. Patricia a étudié le visage de Cole. La plupart des victimes souhaitent une forme de réconciliation avec leurs proches. La plupart des victimes n'ont pas passé 22 ans à apprendre qu'une trahison laissée impunie ne mène qu'à davantage de trahison. Cole s'est levé pour partir. Je veux qu'ils comprennent que les actes ont des conséquences. Je veux que les autres familles de militaires comprennent que ce genre de trahison ne sera pas toléré. Et je veux que ces 3 personnes passent le reste de leur vie à regretter le jour où elles ont décidé de voler un soldat. Alors que Cole retournait au chalet, son téléphone a vibré, un SMS provenant d'un numéro inconnu a retenti. Papa, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Je suis désolé, Tyler. Cole a lu le message 2 fois, puis l'a supprimé sans répondre. Tyler l'avait traité de fardeau et lui avait dit de quitter leur maison. Maintenant, Tyler risquait la prison fédérale et voulait le pardon de son père. Mais Cole Morrison ne pardonnait pas aux traîtres. Il les éliminait. Chapitre 8. Sans pitié. 3 semaines plus tard, Cole était assis au tribunal fédéral tandis que Diana, Rick et Tyler se présentaient devant le tribunal. Les preuves contre eux étaient si accablantes que leurs avocats avaient déconseillé le procès. Diana a été condamnée à 7 ans de prison pour fraude financière et complot. Rick a 12 ans pour avoir orchestré le complot et ses antécédents criminels. Tyler, malgré les arguments de son avocat concernant son âge, a été condamné à 5 ans de prison pour complicité d'adulte. Cole n'a ressenti aucun sentiment en voyant son ancienne famille emmenée enchaînée. Aucune satisfaction, aucun regret, aucune justification, juste la froide conclusion d'une mission réussie. Madison, la petite amie enceinte de Tyler, s'est approchée de Cole à la sortie du tribunal. Elle pleurait, les mains couvrant son ventre pour la protéger. Monsieur Morrison, s'il vous plaît. Tyler a fait des erreurs, mais il va être père. Ne pouvez-vous pas trouver la force de lui pardonner? Cole a regardé cette jeune femme qui s'apprêtait à élever seule son petit enfant et a ressenti la première lueur d'espoir. L'émotion qu'il avait ressentie depuis des semaines. Mais ce n'était pas de la compassion. Tyler avait choisi de me trahir pour de l'argent. Il m'avait traité de fardeau et m'avait chassé de chez moi. Il avait participé au vol d'un vétéran handicapé qui avait tout donné pour son pays. La voix de Cole était calme mais implacable. Les actes ont des conséquences. Tyler est en train d'apprendre cette leçon. Mais le bébé, est innocent. Tyler ne l'est pas. Si vous avez besoin d'aide, demandez une aide gouvernementale. Si vous avez besoin d'aide, contactez les organisations d'anciens combattants. Mais n'espérez pas la clémence de l'homme que votre petit ami a contribué à détruire. Cole s'éloigna, laissant Madison en pleurs sur les marches du palais de justice. Ce soir-là, Cole reçut une visite inattendue à la ferme de Frank. L'inspectrice Rivera se tenait à la porte d'entrée, le visage grave. « Colonel Morrison, il faut qu'on parle. » Frank la laissa entrer et ils s'assirent autour de la table de la cuisine avec un café. Rivera ouvrit un dossier. « Nous avons enquêté sur des irrégularités dans votre affaire, commença-t-elle. L'équipement de surveillance de votre ancienne maison, la réunion à l'entrepôt, les enquêtes financières, tout était parfaitement légal, mais remarquablement sophistiqué. Pour une opération civile. » Cole attendit qu'elle poursuive. Les vérifications des antécédents de Marcus Hamilton étaient plus approfondies que la plupart des enquêtes fédérales. L'installation de surveillance de Danny Pierce était impeccable, et vos analyses financières étaient meilleures que celles que notre unité de lutte contre la criminalité en col blanc produit habituellement.
Rivera se pencha en avant. Colonel, avez-vous bénéficié d'une aide pour cette opération? Une aide fédérale. Cole sirota son café calmement. Inspecteur, j'ai passé 22 ans dans le renseignement militaire. J'ai des amis dans diverses agences gouvernementales qui étaient indignés que des criminels ciblent un vétéran handicapé. S'ils ont aidé à révéler des crimes fédéraux, je ne vois pas en quoi cela poserait problème. Ce n'est pas un problème. C'est impressionnant. Mais cela soulève aussi des questions sur vos intentions futures. Mes intentions? Votre femme et son amant sont en prison fédérale. Votre fils risque des années de prison. Vous avez récupéré la majeure partie de votre argent volé grâce à la confiscation de vos biens. Justice a été rendue. Rivera a classé le dossier, mais j'ai le sentiment que vous n'en avez pas fini. Cole sourit légèrement. Inspecteur, que leur ferais-je d'autre? Ils subissent déjà les conséquences de leurs actes. Je ne sais pas, mais en 20 ans de carrière dans la police, j'ai appris à reconnaître quand quelqu'un a des projets en préparation. Tu as été trop calme, trop maître de toi, trop préparé à tout ce qui s'est passé. Frank remua, mal à l'aise. L'inspecteur Cole a vécu l'enfer. Peut-être est-il simplement soulagé que la vérité éclate. Rivera étudia le visage de Cole. Peut-être. Ou peut-être est-il un soldat professionnel qui s'est exécuté des opérations complexes en plusieurs phases. Elle se leva pour partir, puis se retourna. Colonel Morrison, quels que soient vos projets, rappelez-vous que vous avez déjà gagné. Ne gâchez pas votre victoire en allant trop loin. Après le départ de Rivera, Frank regarda Cole avec inquiétude. Elle a raison, n'est-ce pas? Vous n'avez pas fini. Cole sortit son ordinateur portable et ouvrit un nouveau document. Frank, Diana sera admissible à la libération conditionnelle dans 4 ans. Rick pourrait sortir dans 8 ans s'il s'est bien comporté. Tyler pourrait être libre dans 3 ans. Alors, ils reviendront. Diana voudra se réconcilier avec. Reconstruire notre famille. Rick voudra se venger de son humiliation. Tyler voudra pardon et soutien pour son enfant. Cole commença à taper. Je dois m'assurer qu'à leur sortie de prison, ils comprennent que leur punition n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Frank lisait par-dessus l'épaule de Cole tout en rédigeant des lettres. Des lettres à remettre à chacun de 6 mois avant leur date de libération. La lettre à Diana était froidement formelle, l'informant qu'il s'était remarié par mensonge. Mais elle ne le saurait pas, avait déménagé dans un autre état et la ferait arrêter pour harcèlement si jamais elle le recontactait. La lettre à Rick était plus créative. Cole avait étudié le profil psychologique de Rick et rédigé un message destiné à lui faire croire qu'il avait des relations dans le système carcéral, qu'il le surveillait même derrière les barreaux, et que toute tentative de vengeance entraînerait sa disparition définitive. Mais la lettre à Tyler était la plus dévastatrice. Cole avait fait des recherches sur le droit de la garde des enfants et rédigé un document expliquant comment la condamnation fédérale de Tyler l'empêcherait d'obtenir la garde de son enfant, comment son casier judiciaire le suivrait pour la vie, et comment son père, l'homme qui l'avait trahi, était parti fonder une nouvelle famille avec des gens qui appréciaient la loyauté et le sacrifice. Jésus Cole, Frank murmura, c'est une torture psychologique. Cela permet de s'assurer qu'il n'oublie jamais les conséquences de la trahison, corrigea Cole. Je veux qu'ils passent chaque jour de leur peine en sachant que leur punition ne s'arrête pas à leur sortie de prison. Je veux qu'ils comprennent que me trahir a été l'erreur la plus grave de leur vie. Frank se rassit, perturbé par ce qu'il voyait. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas, fiston? Qu'est-ce qui t'a transformé en ça? Cole leva les yeux de son ordinateur portable, ses yeux reflétant quelque chose que Frank n'avait jamais vu auparavant. Ni colère, ni haine. Mais une absence totale d'émotion. J'ai appris que la clémence est un luxe que les soldats ne peuvent pas se permettre. J'ai appris que les ennemis ne connaissent que la force. Et j'ai appris que certaines trahisons sont si totales que le pardon devient complicité. Cole garda les lettres et ferma l'ordinateur. Diana, Rick et Tyler ont déclaré la guerre à ma vie, à mon service et à mon sacrifice. Ils pensaient combattre un vétéran blessé qui accepterait la défaite avec grâce. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les terres agricoles paisibles qui étaient devenues sa forteresse. Ils avaient tort. Ils combattaient un soldat de carrière qui n'avait jamais perdu une mission. Et moi? Je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Frank ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air hivernal. Le jeune homme qu'il avait encadré des décennies auparavant avait disparu,
remplacé par quelque chose de plus froid et de plus calculateur que Frank n'aurait jamais imaginé. Cole Morrison avait gagné sa guerre contre ceux qui l'avaient trahi. Mais la victoire, réalisa Frank, lui avait coûté son humanité. Chapitre 9. La victoire finale. 5 ans plus tard, Cole Morrison se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison du Montana, lisant une lettre qui avait été transmise à 3 adresses différentes. L'adresse de retour indiquait qu'elle provenait de Tyler, aujourd'hui âgé de 28 ans et récemment libéré de prison fédérale. « Papa, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais j'ai essayé. J'ai passé 5 ans à réfléchir à ce que j'ai fait, à ce qu'on t'a fait. Tu avais raison sur tout. Maman et Rick m'ont utilisé, manipulé, monté contre la seule personne qui n'a jamais mérité ma trahison. J'ai une fille maintenant. Elle s'appelle Emma et elle a 4 ans. Madison et moi ne sommes plus ensemble. Le stress nous a brisés. À part. Mais Emma est innocente dans tout ça et elle n'a pas de grand-père. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable. Je ne te demande ni argent ni aide, ni rien, si ce n'est la chance de m'excuser en face. Je veux que tu saches que je comprends maintenant ce que signifie l'honneur, ce que signifie le sacrifice, ce que j'ai gâché en choisissant l'argent plutôt que la famille. Si tu me le permets, j'aimerais te présenter Emma. Non pas que je mérite quoi que ce soit, mais parce qu'elle mérite de savoir qu'elle descend d'une lignée de héros, même si son père n'a pas été à la hauteur de cet héritage. Je suis désolé, papa, pour tout. Tyler Cole lut la lettre 2 fois, puis alla à sa cheminée et la brûla. Il ne ressentit rien. Ni colère, ni tristesse, ni tentation de réconciliation. L'homme qui avait écrit cette lettre était un inconnu qui partageait son ADN. Son téléphone sonna. Frank Whitmore, aujourd'hui septuagénaire, appelait tous les 2 ou 3 mois pour prendre de ses nouvelles. « Comment vas-tu, mon fils ? » « Je vais bien. » Apaisé. « C'est bon à savoir. Tu as reçu un courrier intéressant aujourd'hui ? » Cole sourit légèrement. Frank le connaissait trop bien. Tyler écrivit, il veut se réconcilier. Il veut que je rencontre sa fille. Il y a eu un long silence. Qu'est-ce que tu vas faire ? Rien. Tyler a fait son choix il y a 5 ans. Il m'a traité de fardeau et m'a dit de partir de chez nous. Je suis parti. Je n'y retournerai pas Cole, le garçon était jeune. Les gens changent. Frank, peut-être. Cole l'interrompit doucement. Tyler a 28 ans. Quand j'avais 28 ans, je menais des hommes au combat, je prenais des décisions de vie ou de mort, je me sacrifiais pour les autres. L'âge n'excuse pas la trahison. Côté Frank. Et sa petite fille, Emma ? Elle est innocente. Emma a un père qui a choisi de faire d'elle la fille d'un criminel condamné. C'est la responsabilité de Tyler, pas la mienne. Cole se dirigea vers son bureau où il conservait ses médailles, ses distinctions et ses photos de service militaire. Sur le bureau se trouvait une seule photo. Frank et Cole le jour où Cole partit pour son premier déploiement. Tous 2 jeunes et optimistes quant à l'avenir. Je me fais une belle vie ici, Frank. Je suis consultant pour le département des anciens combattants, aidant d'autres vétérans à s'y retrouver. Le système. Je suis bénévole à l'hôpital local. J'ai la paix. Et toi, le bonheur ? Cole réfléchit à la question. J'ai la satisfaction. J'ai éliminé les menaces qui pesaient sur mon bien-être. J'ai neutralisé les ennemis qui m'ont trahi. J'ai accompli ma mission. Ce n'est pas la même chose que le bonheur. Non, acquiesça Cole. Mais c'est suffisant. Après avoir raccroché avec Frank, Cole alla à son ordinateur et tapa une brève réponse à la lettre de Tyler. Tyler, j'ai bien reçu ta lettre. Je ne suis pas intéressé par la réconciliation, les excuses, ni par la rencontre avec ta fille. Tu as fait ton choix il y a 5 ans, en participant à ma trahison. J'ai fait mon choix en décidant de t'éliminer de ma vie. Ne me recontactez plus. N'essaie plus de me rendre visite. N'envoie plus de photos ni de nouvelles de ta vie. Tu n'es plus mon fils et je ne suis plus ton père. Vis avec les conséquences de tes choix. Cole Morrison. Cole envoya la lettre et reprit ses habitudes. Chaque matin, il s'entraînait avec sa prothèse, entretenant la condition physique qu'il avait maintenue en vie lors de ses multiples déploiements. Chaque après-midi, il travaillait avec des vétérans qui luttaient avec leur propre bataille.
Pas contre les ennemis étrangers, mais contre la bureaucratie, le handicap et le défi de reconstruire des vies civiles. Chaque soir, il était assis sur son porche surplombant le wilderness du Montana, lisant ou regardant simplement le soleil se coucher sur des montagnes qui n'avaient jamais connu de trahison. 3 mois plus tard, Cole a appris que Diana avait été libérée tôt pour bonne conduite. Elle aurait déménagé en Oregon pour vivre avec sa sœur où elle a travaillé dans une épicerie et a assisté à des séances de thérapie commandées par le tribunal. Elle avait tenté de contacter Cole une fois par le biais de son ancien avocat, demandant seulement une adresse où elle pouvait envoyer une lettre d'excuse. Cole a demandé à son avocat d'informer Diana que toutes les autres tentatives de contact entraîneraient une ordonnance d'interdiction. Rick Lawson a été libéré 8 mois après Diana. Source Cole. Il a maintenu un réseau d'anciens collègues militaires qui comprenaient l'importance de l'intelligence. On rapportait que Rick avait eu du mal à trouver un emploi en raison de sa condamnation fédérale. Il vivait dans une maison de transition à Détroit, travaillant dans un entrepôt pour un salaire minimum. Rick avait apparemment interrogé plusieurs connaissances mutuelles sur l'endroit où se trouve Cole, affirmant qu'il voulait faire les choses correctement. Cole Source a clairement indiqué à Rick que Cole préférait qu'il soit resté ignorant de l'existence de son